Salut tout le monde, bienvenue dans Politicaire, le podcast réalisé en collaboration avec Scanner, le média d'expression par et pour les jeunes, Védia et l'Institut de la décision publique. Alors moi je m'appelle Romane, je fais partie de Scanner et je serai votre animatrice du jour. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de Politicaire et pour celui-ci nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Desjardins qui est bourgmestre de Dole-à-la-Bourg et députée au Parlement de Wallonie et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, je vais y arriver. Alors déjà merci Valérie d'être là aujourd'hui. Et avec toi, on va parler comme thématique de l'égalité des chances et des genres. Mais alors, on n'est pas que toutes les deux autour de ce plateau. On a également 2 autres personnes. On a pour commencer Doris, toi aussi tu fais partie de Scanner et tu vas avoir la lourde mission de représenter les jeunes. Alors, comment tu vas aujourd'hui ? Moi, c'est toujours un plaisir de te retrouver, surtout pour Politicaire, donc top. J'ai déjà préparé plein de questions, donc j'ai hâte. Trop bien. Et alors, pour compléter cette équipe de choc, on a aussi Geoffrey Grandjean. Toi, tu es membre de l'Institut de la décision publique. Et toi, c'est ta 2e fois dans ce podcast. Comment ça va pour ce nouvel épisode ? Je suis en très grande forme, donc j'espère que notre invité est également en grande forme pour que ça se passe bien. J'espère. Justement, comme je viens de le dire, donc Valérie, tu es notre invitée aujourd'hui. Comment tu vas, toi ? Je vais bien. Je rentre de vacances, donc je suis en grande forme aussi. Voilà, un peu fatiguée du week-end de fête. Et puis, il y a le feu quand même pour le moment dans les Hauts-de-Fagne. Donc, voilà, ça demande du travail et ça soulève des inquiétudes. Mais je suis en grande forme et je suis contente d'être avec vous. Nous aussi, on est très contents de t'avoir aujourd'hui sur ce plateau. Et alors, avant de rentrer plus dans la thématique, on voulait un peu commencer à te connaître et à connaître ton parcours politique. Et donc, je te propose d'abord, je vais te dire des débuts de phrases et tu vas devoir compléter le plus vite possible ces débuts de phrases. Est-ce que tu es prête ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Valérie Desjardins. Je suis née le 16 mars 1982 à Verviers. J'appartiens au Parti socialiste. J'exerce en tant que bourgmestre et députée de la région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ok. Je suis en poste depuis comme bourgmestre 2012 et comme députée 2024. D'accord. Alors, mes domaines de prédilection sont Ils sont nombreux. Il y a la sécurité, il y a tout ce qui concerne l'éducation, l'environnement, la santé, les affaires sociales. En fait, un peu tout, parce que comme bourgmestre et puis comme député, tu touches à tous les domaines. Et comme bourgmestre, tu es en contact constant avec les gens et donc qui viennent te parler de problématiques qui concernent tous les domaines qui concernent la vie des gens, en fait. Ah oui. Et alors, avant de faire de la politique, Je suis historienne et donc j'ai rédigé des ouvrages et j'étais directrice du musée de la Laine à Verviers. Ok. J'ai fait des études d'histoire. Et ma plus grande victoire politique, c'est je vais dire d'intéresser des jeunes et de faire venir des jeunes à mes côtés sur les listes et dans les institutions dans lesquelles je siège. Ok. Alors, j'ai voulu faire de la politique pour changer les choses, parce que je trouvais qu'on ne s'intéressait pas assez aux jeunes dans ma commune au départ. Et alors, si je n'avais pas embrassé une carrière politique, je serais enseignante. Et dernière question, quand je ne fais pas de la politique, je fais beaucoup de choses. Je mange, je vois mes amis, je m'occupe de mes enfants, je voyage, je lis, je m'occupe de mon jardin. J'essaye de faire du sport quand même, à mon âge, il faut. Trop bien. Alors, moi, j'ai fini mes petites questions, mais je crois que Doris, toi, tu avais aussi d'autres questions à poser. Oui, j'en ai encore pour un peu vraiment voir qui se cache derrière, finalement, la politicienne. Ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que tu es d'ailleurs la première femme à avoir occupé du coup le poste de bourgmestre dans l'arrondissement de Verviers. Ma petite question, c'est concrètement à quoi ressemble un peu une journée type, peut-être de bourgmestre rapidement. Donc il y a jamais de journée type de bourgmestre parce que même quand le matin on se dit que l'agenda est plus ou moins cool, il y a toujours un citoyen qui vient vous trouver, une petite catastrophe qui arrive, un dossier en urgence à passer. Donc de manière générale, la journée type, le matin, j'arrive à la commune assez tôt, je signe et je lis les signataires, donc c'est toutes les décisions qui sont prises et tous les dossiers administratifs. Puis je vois mon directeur général pour un peu faire le poids sur les gros dossiers. Puis souvent, ça suit avec des réunions un peu techniques. Il faut savoir que je suis bourgmestre d'une petite commune de moins de 6 000 habitants. Donc le bourgmestre, tout comme les échevins, on participe activement au dossier. Donc actuellement, à la Bourg, c'est beaucoup de dossiers reconstruction, inondation qui prennent depuis 2021 beaucoup de temps. Et puis sur le temps de midi, en général, je mange avec un échevin ou un membre du personnel pour continuer à parler
d'autres choses que de la politique, mais aussi de dossiers. Et l'après-midi, c'est souvent une grosse réunion, alors soit le collège, soit un collège de police, soit une réunion avec les pompiers, soit des réunions de sécurité, puisqu'il faut savoir que quand on organise des événements sur la commune, il y a toujours maintenant des réunions de sécurité avec la police, avec les pompiers, avec le DNF s'il y a des voies à proximité, etc. Et puis alors, j'ai souvent des permanences où je reçois les citoyens. Puis je rentre quand même chez moi et le soir, des réunions, mais je vais essayer de diminuer le nombre de réunions en soirée parce qu'autrement, le week-end, je n'arrive plus à suivre. Et donc voilà, c'est plus ou moins comme ça la journée d'un bourgmestre, en sachant, comme je l'ai dit, qu'il y a des imprévus. Et puis aussi, important, c'est d'aller se promener sur sa commune pour rencontrer les citoyens, pour ne pas qu'on dise que la politique est d'un côté et que les citoyens sont de l'autre. On voit que tu as toujours des journées bien remplies. Tu as abordé le sujet des inondations de 2021. Il y a en ce moment, malheureusement, les incendies dans la Fagne. Est-ce que justement, ces moments-là, comme celui-là, où ton rôle de bourgmestre prend peut-être une autre dimension, où c'est peut-être un peu plus compliqué En fait, ce qu'il y a, c'est quand on est face à quelque chose d'un peu catastrophique d'ampleur, on va dire ça comme ça, et qu'on est investi et qu'on a une bonne équipe aussi autour de soi. Ça, je crois qu'il faut le dire, il faut avoir la chance d'avoir une bonne équipe autour de soi. Effectivement, quand on est face à une catastrophe, plus rien n'existe autour. Donc, on s'occupe de gérer sa commune, ses citoyens, ses citoyennes. On s'occupe de gérer la crise, la sécurité. On y viendra peut-être parce que c'est une matière d'homme au départ, la sécurité. Et donc, il faut à côté de soi avoir aussi une famille qui accepte d'avoir une politicienne à la maison, des amis bienveillants. Et donc, je pense que l'entourage est extrêmement important. Et puis, il ne faut pas oublier, moi je l'ai parfois oublié, notamment en 2021, qu'on n'est pas une superwoman ou Superman. À un moment donné, quand on ne dort plus pendant 4 jours et 4 nuits, évidemment, le corps et le cerveau ne suivent plus. Et donc, il faut ne pas hésiter à déléguer. Et ça, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que le bourgmestre est quand même responsable de la sécurité sur son territoire et il est personnellement responsable. Et ça, c'est aussi une spécificité du majorat, c'est qu'un bourgmestre, si quelque chose se passe sur son territoire et qui réagit mal, il peut rapidement se retrouver aussi devant les tribunaux. Et donc, on a en plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, voilà. Mais je pense qu'on essaye de faire de son mieux. Et c'est le plus important, quel que soit le métier qu'on fasse, c'est vraiment de faire de son mieux, d'être investi et de prendre le temps, surtout pour expliquer et donner les informations aux citoyens, aux citoyennes, en vulgarisant. Et c'est l'objectif de votre émission. Tu es aussi depuis 2024, comme tu l'as dit, tu sièges dans différents parlements. Pourquoi est-ce que pour toi c'était important d'être et bourgmestre et siéger dans ces différents parlements? Alors, la première chose, c'est les citoyens et les citoyennes qui l'ont décidé, puisqu'on a eu d'abord les élections régionales où j'ai été élue directement, et puis on a eu les élections communales où j'ai été aussi élue. Donc, je pense que c'est démocratiquement, c'est la démocratie qui a décidé de me faire siéger des deux côtés. Donc, moi, je suis fort respectueuse du choix démocratique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, les semaines sont chargées, j'ai un agenda chargé, je dois vraiment bien m'organiser, donc ce n'est pas tous les jours facile. Mais je pense que c'est, en tout cas pour moi, important de garder le contact avec le terrain. Moi, c'est ce qui m'a fait toujours, ce qui m'a toujours poussé, c'est vraiment d'être proche des gens, proche des associations, proche des institutions locales, pour pouvoir, dans les parlements, aller porter la voix des citoyens et des citoyennes, et pour pouvoir aussi se remettre en question, parce que quand on est dans un parlement, pendant toute une journée, je siège à la commission environnement, santé, affaires sociales, on commence à 9h, 9h30, parfois on sort à 22h avec des textes, des interpellations. C'est quand même fort technique, c'est fort théorique, et moi j'aime toujours bien, quand je prends la parole, d'être sûre que ce que je vais dire va correspondre à la réalité de terrain, à la réalité du citoyen. La même chose en enseignement supérieur. Je siège en fédération Wallonie-Bruxelles en enseignement supérieur. Moi j'ai 44 ans, on a donné ma date de naissance, maintenant j'ai 2 ados, donc je pense être plus au courant aujourd'hui
de la réalité des jeunes qu'il y a peut-être 10 ans, malgré que j'étais plus jeune il y a 10 ans. Mais quand je prends la parole, je veux être certaine, je représente l'arrondissement de Verviers, que ce que je vais dire, même ce qui est demandé par mon parti, correspond à la réalité des jeunes de l'arrondissement de Verviers. Parce que ce qui est vrai pour un jeune à Liège ne l'est pas pour un jeune à Plombières, ne l'est pas pour un jeune à Verviers. Et donc, pour moi, c'est important de garder pied sur le terrain. Et quand on vient d'une commune et d'une petite commune, je pense qu'automatiquement, on a ce contact avec les gens est vraiment important, même si parfois ça peut être compliqué parce que la population est de plus en plus critique aujourd'hui et les réseaux sociaux n'aident pas. En tout cas, merci Doris pour ces petites questions et merci Valérie, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et comme je le disais au début de l'émission, on va parler de l'égalité des chances et des genres. Et je voulais d'abord savoir si tu devais prendre 3 mots qui représenteraient donc ce thème de l'égalité des chances et des genres, ce serait quoi? Est-ce que tu peux nous donner 3 mots et expliquer pourquoi? Je dirais diversité. Ok. Ça, je pense que c'est important. Je vais lire les 3 mots. Je mettrai chance. Et alors, choix. Ok. Et si on prend un 4e petit mot pour éviter que ce soit celui de l'égalité des chances et des genres, tu en aurais un 4e? Un 4e mot, toujours pour la même thématique, je dirais moyen. Ok. Et pourquoi tu dirais ces 4 mots du coup? Donc, tu sais me redire dans donc, tu avais dit diversité, chance, choix et moyen. Pour moi, la diversité est une chance. Okay. C'est une chance d'être tous différents, avec des qualités différentes, des parcours de vie différents. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la différence, que justement, c'est en étant différent qu'on arrive à faire des grandes choses. Et donc, on devrait justement pouvoir mettre en avant cette diversité et les institutions publiques devraient donner les moyens pour qu'on a tous des droits. Mais on a tous aussi le droit de choisir son avenir et je pense que malheureusement, on ne naît pas avec les mêmes chances. Et le fait de pouvoir donner aux jeunes, aux aînés, aux citoyens, aux citoyennes, la possibilité de décider de leur avenir comme bon leur semble, pour moi, c'est important. Donc c'est pour ça que je dis des moyens, parce qu'il faut donner les moyens en matière d'institutions, en matière de législation, mais là je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui existent, mais aussi en matière de finances. Et alors le 3e mot, je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc choix, chance, diversité, moyen. Je crois que c'est choix qui n'a pas encore. Oui, et donc le choix, je l'ai dit en expliquant, je pense, je crois qu'on doit être tous dans la possibilité de faire ses choix en toute liberté et de se dire, voilà ce que je veux faire aujourd'hui, voilà ce que je veux faire demain, et la société m'offre les opportunités pour y arriver. Trop bien. Merci, j'ai noté ces petits mots, tu vas voir, on reviendra un peu plus tard dans l'émission. J'aurais dû les noter aussi, je crois que tu me les retrouves. Je te les rappellerai, t'inquiète pas. Et alors justement, donc, on parle donc d'égalité des chances et des genres, mais pour certains et certaines, et même moi, c'est un peu abstrait comme thématique, et je voudrais savoir, Geoffrey, en tant qu'expert, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer en quoi ça consiste? Alors peut-être retracer très, très rapidement un peu l'historique de ce concept, parce qu'on ne peut pas dire qu'en Belgique, par exemple, il y a une date où on se dit l'égalité des chances a été inscrit comme ça du jour au lendemain. En fait, c'est l'évolution de la société. Qu'est-ce qu'on voit après la guerre? Vous connaissez l'histoire, c'est cette vague de migration, on va faire venir toute une série de travailleurs. Et puis à partir des années 80, on va mettre fin à cette vague de migration pour des raisons économiques, et on va commencer à avoir des comportements qui vont devenir des comportements racistes de la part d'une série de personnes qui vont contester la présence des migrants et de leurs familles sur le territoire belge. Et c'est ainsi qu'il y a une loi importante, c'est la loi de Philippe Moureau, qui était à l'époque ministre socialiste. C'est la loi Moureau de 81 qui a pour objectif de lutter contre les actes qui sont inspirés du racisme et de la xénophobie. Et ça, je dirais que c'est une étape importante dans le processus de reconnaissance de l'égalité des chances en Belgique. Et puis ça va évoluer dans les années 90, on va avoir la création du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui devient UNIA maintenant, mieux connu sous le nom d'UNIA, 93. Et 2007, c'est aussi une date importante, puisqu'on va considérer qu'il y a toute une série de critères qui peuvent être mobilisés pour justement éviter certaines discriminations en raison du genre, de l'orientation sexuelle, d'un handicap, par exemple, ou de son origine sociale. C'est la loi de 2007 anti-discrimination qui va vraiment compléter en quelque sorte la loi Moureau de 1981. Et puis, depuis les années, je dirais la moitié des années 2010, on voit que dans les administrations, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau de la communauté française ou de la région wallonne, il y a des services d'égalité des chances qui vont se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, la politique d'égalité des chances, c'est aussi une politique qui est transversale. On aura l'occasion certainement d'y revenir. Et donc, c'est cette idée, quand on regarde un peu l'histoire, depuis, je dirais,
40-45 ans, qu'on a un principe politique et social qui a pour objectif de se dire il faut offrir des opportunités à tous les citoyens belges pour qu'ils puissent évoluer dans une certaine, je dirais, égalité, et qu'on ne puisse pas les empêcher d'évoluer en raison de leur origine sociale, de leur origine nationale, etc. Et donc d'avoir cette chance, on vient de pouvoir évoluer et de pouvoir, en quelque sorte, mettre les moyens en place pour permettre ce développement plus égalitaire de nos sociétés. Cela ne veut pas dire, et je suis certain qu'on y reviendra, que c'est le cas. Il y a encore des inégalités flagrantes. Et si par exemple on regarde en termes de budget, l'égalité des chances et des genres, il y a un gros budget qui est mis dessus ou pas? C'est une question très compliquée. On ne va pas se cacher. J'ai été informé de cette démarche pour savoir si j'avais les chiffres, mais je n'ai pas les chiffres parce qu'en fait c'est une question, comme c'est une politique transversale, si on ne se focalise que sur le volet post-égalité des chances, ça ne dira rien sur toutes les autres mesures qui sont prises, qui peuvent ne pas avoir un impact budgétaire direct, mais qui vont en avoir. Donc je me suis dit, plutôt que de donner un chiffre qui ne voudrait rien à dire, autant insister sur le fait que c'est une politique transversale. Et donc en fait, ça concerne tous les domaines et ce n'est pas que des décisions qui valent de l'argent, surtout dans ces matières-là. Ok. Je m'en suis bien sorti pour ma réponse. Écoute, merci déjà pour toutes ces bases que tu nous donnes. Et justement, on va commencer un peu plus à rentrer donc, dans la thématique. Et alors, justement, avant de commencer l'émission, Valérie, toi, tu as eu l'occasion de passer par la Vediabox. Et donc, justement, pour expliquer un peu la Vediabox, on a placé une box dans le plateau, enfin, dans le studio plutôt. Et alors, il y a eu une série de questions qui ont défilé et tu as dû y répondre dans un temps imparti. Et je vous propose qu'on regarde justement les réponses que tu as. Ça va vite, hein. Oui. Arriver à une égalité pour toutes, c'est utopique ou réaliste? En une phrase, une société égalitaire, c'est quoi pour toi? Une société où tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. Prôner l'égalité, c'est un bon argument politique? Oui. Oui ou non, la société a toujours intérêt à ce que l'égalité soit absolue? Oui. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la base d'une société où chacun a sa place, trouve sa place. Selon toi, on se préoccupe de l'égalité seulement quand on fait partie d'une minorité? Non, je ne pense pas, non. Est-ce qu'on écoute assez les personnes discriminées? Malheureusement, non. Parler d'égalité, c'est juste un effet de montre ou une réelle préoccupation? Pour moi, c'est une réelle préoccupation et ça devrait être pour tout le monde. Oui ou non, la discrimination, ça existe aussi en politique? Oui. En politique, quand il n'y a qu'une liste unique comme à Labour, est-ce qu'on peut vraiment parler de représentation des opinions? En tout cas, je l'espère, mais j'aurais préféré avoir une ou deux autres listes en face de nous aux élections communales. La seule façon de revendiquer des droits, c'est dans un hémicycle ou dans la rue. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi? Je viens de répondre. Il faut la rue, mais aussi les votes dans les parlements. Alors, nous revoilà sur notre plateau. Déjà, ça va, c'était pas trop stressant ce moment, Valérie? Ça va vite, et puis je pense que j'ai pas été très complète dans certaines réponses. Donc, voilà. Justement, on va pouvoir revenir sur certains trucs, donc il n'y a pas de souci. Déjà, je voulais peut-être revenir quand on parlait, il y avait une question, c'était est-ce que la société a toujours intérêt à ce que l'égalité soit absolue? Tu as dit que la base d'une société, c'était où chacun trouvait sa place. Et je voulais savoir, est-ce que tu n'as pas un peu l'impression que c'est un peu et ça aussi en lien avec la question de est-ce que c'est réaliste ou pas d'arriver à une égalité pour tous. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression qu'une société, ça fonctionne seulement avec les inégalités? Est-ce qu'on n'est pas obligé d'avoir des inégalités pour qu'une société fonctionne? On revient sur de la philosophie. Moi, je pense que quand on fait de la politique ou quand on décide ou même quand on est un citoyen, on a envie que la société soit égalitaire et qu'on prend des décisions pour tendre vers une égalité. Moi, je ne supporte pas l'inégalité, je ne supporte pas la justice. Et donc, aujourd'hui, quand on a des personnes en face de soi, de manière générale, ce qui les révolte, c'est l'inégalité, la justice. Donc, pour moi, non. Justement, on doit tendre vers une société égalitaire où chacun, comme on l'a déjà dit, peut, à un moment donné, décider de son avenir et
a la chance de pouvoir y arriver. L'inégalité, ça frustre les gens et puis ça crée des situations parfois catastrophiques et on peut le voir notamment quand on voit les États-Unis avec certains quartiers plus défavorisés. Ces personnes-là, malheureusement, elles n'ont peut-être pas eu la chance de pouvoir choisir leur avenir et d'être aidées pour faire ce qu'elles ont envie et ça crée effectivement des situations catastrophiques. Et c'est un peu philosophique, donc si tu n'as pas la réponse, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu penses que essayer de diminuer les inégalités, ça passerait seulement par la politique ou ça doit passer par d'autres fronts aussi? Le politique est là pour prendre les décisions, mais je pense que chaque citoyen, et que ce soit dans cette matière-là ou dans d'autres matières, a aussi à un moment donné un rôle à jouer. Quand on est citoyen, on a, toi, moi, on a quand même, on voit une personne, automatiquement on veut la mettre dans une case, on estime ce qui est bon ou pas bon pour elle, alors que la personne a le droit en fonction de son parcours, de son origine, de son orientation sexuelle, de choisir ce qu'elle veut faire. Et on a tous, chacun et chacune, on a tendance à dire, allez, je vais prendre des écoles. Bon, tu viens de quelle école école de Baraki, école, là, tu ne feras pas médecine. Donc, on a tous en soi, je pense que c'est une question, depuis tout petit, on nous dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense qu'on est tous responsables un peu de la société inégalitaire dans laquelle on vit. Et je l'ai dit en préalable, on a peur de la différence, on a peur de l'autre qui n'est pas comme ça, on a peur de l'autre qui ne pense pas comme soi, alors que normalement, c'est la base d'une société. La diversité, pour moi, c'est une richesse. Et moi, je suis contente dans ma vie, dans ma famille, d'avoir des gens totalement différents, dans mes amis, d'avoir des gens différents, dans mon collège, d'avoir des gens différents qui ne pensent pas comme moi, parce que je trouve que ça permet justement de construire quelque chose où chacun peut trouver sa place. Trop bien. Écoute, merci beaucoup. Et alors justement, toi, tu disais qu'une société égalitaire, c'était une société où tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. Et alors, on a eu ton avis et tu as déjà répondu à pas mal de questions. Donc, on va te laisser un peu reprendre ton souffle pour aussi avoir l'opinion d'autres personnes. Et pour ce faire, on a Tori et Alexandra, qui sont 2 membres de Scanner, qui ont été dans la rue interroger des jeunes, justement, sur cette thématique, en leur posant une question. Et je vous propose, on va découvrir ce petit micro-trottoir et on peut réagir après dessus. En Belgique, est-ce que vous trouvez qu'on a tous les mêmes possibilités de réussir et d'accéder aux mêmes positions sociales? Je pense que non. Quand on regarde la majorité des gens, on en a certains qui vont vraiment faire des études poussées pour pouvoir avoir une réussite dans un métier qu'ils aiment forcément. Mais il y en a qui n'auront pas les moyens de faire ces études alors qu'ils veulent accéder à ces études-là. Donc évidemment, la réussite, ça va pas être la même pour certains. Je pense vraiment qu'il n'y a pas ce concept d'égalité ou d'avoir les mêmes opportunités. C'est un peu mon vécu comme personne qui est moitié tunisienne et moitié belge. Je sais que juste écouter mon prénom, le fait que j'ai des origines, j'ai un petit accent et tout, ça change tellement des choses différentes des gens qui sont totalement belges. Les opportunités dans tous les domaines, ça peut être le travail, ça peut être pour louer une maison. À cause du Minerval qui ne cesse d'augmenter, qui a maintenant 1 200 €, on a tous les deux 17 ans et on sait très bien que ça va nous toucher au fur et à mesure. On part pas avec le même piédestal, on part pas dans les mêmes catégories, que ce soit au niveau ethnique, que ce soit au niveau juste, comme il a dit, financier, ou même au niveau de juste la chance en elle-même. La chance, c'est quelque chose de hasardeux. En Belgique, on est quand même assez privilégiés. Moi, ma mère, elle vient de l'Est. Là-bas, les gens sont encore plus racistes qu'ici. Après, voilà, en Belgique, on est quand même bien. Quand je regarde les femmes en Afghanistan qui ont perdu tous leurs droits ici en tellement peu de temps, c'est assez effrayant. Je suis une femme blanche, je reste une femme, mais j'ai quand même des privilèges, etc. Et j'en suis consciente. Voilà, vous l'avez entendu, la plupart des jeunes sont d'accord entre eux. En Belgique, on ne part pas tous avec les mêmes chances de réussir. Ils ont parlé notamment du coût des études, avec la hausse du Minerval, l'origine, le genre, les discriminations qui peuvent exister notamment via l'emploi ou encore le logement. Certaines nuances quand même, vous l'avez vu avec la jeune femme qui abordait l'Afghanistan. Donc moi j'aimerais bien un peu savoir, vous, comment est-ce que vous répondriez à cette question qui est donc, est-ce qu'on a accès à toutes les mêmes possibilités pour réussir d'accéder aussi aux mêmes positions sociales ? Toi, tu répondrais comment à cette question ? Donc, en Belgique, effectivement, il y a des politiques qui sont mises en place pour essayer de lutter contre la discrimination, pour essayer de permettre aux femmes d'accéder aux mêmes métiers que les hommes, pour justement respecter cette différence, pour respecter la différence d'orientation sexuelle. Donc, il y a des choses qui existent. Comme tu l'as dit également, on essaye d'avoir des politiques transversales. Ça veut dire que quand on parle d'emploi, à un moment donné, on doit essayer
essayer de faire attention à l'égalité des chances, quand on parle de santé également. Donc tout ça existe mais malheureusement, moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que ces droits sont assez fragiles et on le voit quand on a des gouvernements conservateurs qui arrivent au pouvoir. On peut le voir aux États-Unis, par exemple, avec des retours en arrière qui existent et qui se font assez rapidement. Je pense qu'on doit rester extrêmement attentif. La jeune fille l'a dit, en Afghanistan, c'est catastrophique. Mais on doit rester attentif parce que c'est toujours plus compliqué d'aller acquérir, d'aller chercher un droit que de le démolir et de le détricoter. Donc effectivement, en Belgique, je pense qu'il y a des choses qui sont faites à tous les niveaux de pouvoir parce que la politique de l'égalité des chances, des genres se fait à tous les niveaux de pouvoir. Je pense que de manière transversale, quand on prend des décisions, notamment en Région Wallonne, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a vraiment une grille à remplir pour être certain qu'il n'y a pas une discrimination. Mais c'est, je trouve, assez fragile et on le voit même dans certains discours maintenant que l'on voit sur les réseaux sociaux par rapport aux droits des femmes, les discours masculinistes, c'est quand même assez effrayant. Les discours qui sont suivis et portés par des jeunes hommes et même des jeunes femmes. Donc tout ça est assez précaire, assez fragile. Maintenant, est-ce qu'on est assez loin par rapport à ça? On l'entend, non. On parle de la réforme du Minerval, mais évidemment, quand on payait 175 € pour faire infirmière à Verviers, qu'on va payer 1194, malheureusement, et que ça s'applique dès la rentrée ici, il y a des familles qui ne pourront pas malheureusement payer et qui ne sont pas dans les conditions pour bénéficier de réductions. Et là aussi, j'ai rencontré une jeune fille 4e de la famille qui veut faire infirmière, qui termine du technique de qualification. Et ses parents lui ont dit, on paye pour tes 3 frères et sœurs, on travaille tous les deux, on n'aura pas de réduction. Malheureusement, c'est la plus bête de la famille, donc tu iras travailler, quoi. Et donc, on revient dans des situations qui n'existaient plus ou peu, et on vient des situations, tout est assez précaire, et moi, de manière générale, ça me fait assez peur. Donc c'est intéressant des émissions comme les vôtres et d'avoir des jeunes qui s'interrogent et s'intéressent à la matière, parce que c'est aussi votre avenir. Est-ce que toi, du coup, tu voudrais Oui, réagir en plus de ce que dit Valérie, il y a ce qu'on appelle le capital social et culturel. Et il y a des études qui montrent. Avoir un capital social et culturel, ce sont ces jeunes qui ont eu la chance d'être dans un environnement où ils avaient les moyens, mais également la capacité de comprendre les mots, les phrases, et qu'ils ont donc, en quelque sorte, une intelligence un peu plus aboutie parce qu'ils maîtrisent plus certains concepts, certains mots. Mais qu'est-ce qu'on voit à l'université ? C'est qu'avoir un très bon capital social et culturel vous donne une longueur d'avance dans vos études, en fait. Et ça, les études internationales le montrent, quoi qu'on en dise. Moi-même, je fais le test chaque année, je teste mes étudiants, j'ai 1000 étudiants, j'essaye de voir en quelle mesure il y a des facteurs de réussite qui peuvent permettre de comprendre pourquoi certains réussissent plus que d'autres, plus facilement que d'autres. L'origine scolaire, l'origine familiale, l'origine socio-économique discrimine terriblement les jeunes, en fait. Donc ça, il faut avoir conscience que ça joue un rôle. Et alors, une phrase qui m'a marqué quand une des deux filles a dit nous ne sommes pas en Afghanistan, je suis une femme et j'ai des privilèges, et j'en suis consciente. Et je me suis dit, cette phrase, elle est terrible, cette phrase, parce qu'en fait, elle montre que cette jeune fille, elle a intériorisé les inégalités. C'est-à-dire qu'elle considère qu'elle a des privilèges d'être une femme à l'heure actuelle. Et moi, j'aurais envie de lui dire, non, t'es comme un homme, t'as les mêmes droits et la même égalité qu'un homme. Et c'est là où je me dis, c'est toutes ces petites phrases qui font qu'à un moment donné, on hiérarchise en fait les individus. Et là, ici, on a typiquement, et je ne critique pas la jeune fille, en fait, ce que ça doit nous pousser à nous dire, c'est comment, dans notre éducation, dans nos visions du monde, on véhicule des stéréotypes, des discriminations sans s'en rendre compte. Et je trouvais que cette phrase, elle était très forte de sa part. Peut-être pour revenir à un chiffre, tu as parlé du NIA, entre 2024 et 2025, il y a une augmentation de presque de 20% de plaintes à UNIA. Oui. Et donc, on arrive à 2 plaintes pour discrimination par jour. Donc voilà, il y a une augmentation de plaintes. Alors, est-ce que c'est parce qu'on permet plus aux personnes de porter plainte, qu'on fait plus de prévention et de communication? Mais en tout cas, ça veut dire que 2 personnes par jour vont déposer plainte et on est en 2026. Donc vraiment, la société devrait évoluer vers du mieux, quoi. Justement, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont mises en place pour contrer ça, mais aussi quelque chose qui serait mis en place pour l'accès à tous, pour avoir justement les mêmes chances, etc. Il y a des choses qui sont mises en place. Donc, il y a des plans qui existent. Donc,
Geoffrey en a parlé, au fédéral, il y a des plans qui ont été mis en place. Le nouveau ministre ici vient également de mettre en place un plan interfédéral LGTB+. Au niveau de la région wallonne, il y a le plan genre et l'égalité des femmes qui a été également mis en place. Maintenant, ce qui est assez interpellant, ce sont des plans, ce sont des bonnes intentions. Donc c'est déjà positif, ça existe, et donc des ministres s'en tracassent et des politiques s'en tracassent. Mais derrière ça, il faut des actions concrètes avec des moyens de développer ces actions. Et ça, c'est parfois un peu compliqué. Et donc quand on prend, par exemple, pour la lutte contre l'homophobie, les maisons arc-en-ciel, par exemple, ils ont des subsides qui ont été augmentés la dernière législature par Christy Montréal. À un moment donné, si on coupe dans les APE, si on diminue les subsides aux associatifs, ce plan existe. Mais parallèlement, si on ne maintient pas les moyens et si on ne donne pas les moyens, c'est un peu de la poudre aux yeux. Donc moi, c'est un peu ça qui me fait peur. Dans un autre registre, pour parler, les familles monoparentales, il y a des relais qui existent. Il y en a notamment un à Verviers qui fonctionne très bien. À l'heure actuelle, ils ne savent pas si les moyens qu'ils ont reçus vont être maintenus. Donc, je le dis souvent au ministre Copiters, et je ne veux pas faire de la politique ici parce que je pense que le sujet doit traverser et vraiment pas être politisé, c'est tellement important. Je pense qu'il y a les bonnes intentions, mais derrière, il faut des moyens concrets et des actions concrètes. Et ça, c'est vraiment important, en sachant, tu l'as dit, c'est une politique transversale, et avec tout ce qui se passe actuellement, la catastrophe climatique, la guerre qui revient, il ne faut pas non plus que ça passe en deuxième plan, parce que l'équilibre est quand même assez précaire. Et il y a d'autres mesures, et par exemple, pensons à l'enseignement, il y a des mesures de discrimination positive qui visent à aider, par exemple, à avoir donné plus de subsides aux écoles qui comprennent une population plus socio-économiquement défavorisée. Mais le problème, et Valérie l'a très bien dit, c'est que quand bien il y a des mesures concrètes, il y a toute la réputation d'une école qui fait qu'à un moment donné, certains classent dans leur tête quand même les écoles. Et donc, même quand le pouvoir politique intervient, on se rend compte que le citoyen, parfois, il peut contrebalancer par l'imaginaire qu'il développe autour de certains groupes, et donc quand même aboutir à des mesures ou à des actions qui finalement nuisent à ces élèves qu'on veut par ailleurs aider politiquement. Moi, je n'ai plus d'autres questions. Alors, moi, je vais peut-être reprendre un peu. Donc, on a parlé de l'accès pour tous, donc c'est ce que tu expliquais, et que finalement, les jeunes, ils sont d'accord que c'est pour l'instant un peu inégalitaire. Et je voulais voir justement, pour un peu remettre aussi des notions plus de vocabulaire, etc., lorsque les jeunes, ils évoquent être traités de manière différente en fonction de leur origine, de leur accent, etc., est-ce que c'est ça, Geoffrey, qu'on peut appeler une discrimination? Est-ce que tu peux expliquer un peu la définition exacte de discrimination, comme ça les jeunes sauront? C'est bien ça. Donc, l'idée, le jeune ou les jeunes l'évoquent tout à l'heure, c'est qu'il y a des critères comme par exemple l'âge, leur orientation sexuelle, leur origine nationale, leur niveau social, qui vont faire qu'à un moment donné, ils vont se retrouver bloqués dans différents types de processus. À l'emploi, par exemple, on va se rendre compte qu'on n'engage que des jeunes qui ont moins de 30 ans et qui sont d'origine belge, ou à l'inverse, qu'on engagera certains types de jeunes qui n'ont peut-être pas cette orientation sexuelle. Ça, c'est typiquement une discrimination. Alors, attention qu'en Belgique, on a la possibilité de discriminer. Les discriminations sont autorisées s'il y a des critères objectifs, qu'elles sont raisonnables et qu'elles sont proportionnées. On en connaît tous des discriminations autorisées. C'est par exemple le coût des transports en commun, bien moins cher pour les personnes âgées. On voit bien qu'il y a un critère objectif. L'idée, c'est de dire, puisque les personnes qui sont âgées et pensionnées ont un salaire qui est beaucoup moindre que la population qui est active, on utilise ce critère objectif pour discriminer en quelque sorte en faveur des personnes âgées. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute une série d'institutions qui sont parfois contestées, parce qu'on conteste en fait l'utilisation d'un critère. Ce qui a fait longtemps l'actualité en Belgique, c'était le port du voile, par exemple, dans l'administration, dans certaines entreprises. Il y a toute une série de recours qui ont été introduits parce que certains contestaient l'utilisation de certains critères objectifs pour refuser à des employés de porter le voile sur le lieu de travail. Et donc c'est un conflit permanent de savoir si on autorise ou non telle discrimination. Et comme l'a dit Valérie, on constate que malgré toutes les mesures, il y a de plus en plus de faits de discrimination qui sont répertoriés. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y en a plus qu'avant, parce que l'effet positif, ça peut être aussi que maintenant les citoyens dénoncent plus qu'avant.
Donc ça, il faut pouvoir... Ça, c'est l'aspect compliqué. On ne pourra jamais totalement comparer avec le passé ce qu'il en est, puisque les mécanismes n'existaient pas par ailleurs par le passé. Et est-ce que justement, on peut punir réellement contre les discriminations, ou bien est-ce qu'il y a vraiment des... Enfin, ça peut passer par la justice, etc. Oui, bien sûr. Ça fonctionne souvent ou pas souvent Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne quand même. Par exemple, la loi Moureau dont j'ai parlé, la loi 1981, elle est régulièrement évoquée et elle aboutit à des sanctions pénales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une pénalisation de ce genre de comportement. Ok. Et alors, justement, on parlait un peu de choses qui sont mises en place. Valérie, je voulais savoir, toi, tu trouves qu'elles sont assez efficaces, les choses qui sont mises en place pour le moment, où il faudrait plus de choses pour justement lutter contre, rendre une égalité finalement et essayer de lutter contre ces discriminations? Donc, en fait, il y a des choses qui sont mises en place. Malheureusement, il y a un problème de connaissance aussi de ces choses mises en place. On va parler d'enseignement supérieur, par exemple. Il y a très peu d'élèves qui ont recours, par exemple, au conseil social. Et donc à des aides pour pouvoir accéder aux études, pouvoir payer son cote. Il y a très peu d'étudiants qui ont recours aux services sociaux, aux services d'aide pour lutter contre l'échec. Donc ça, par exemple, je trouve qu'il y a un problème d'une méconnaissance des étudiants par rapport à ça, et donc c'est peut-être pas utilisé. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a aussi un travail d'information, de communication, de vulgarisation qui est à faire par rapport aux institutions qui existent et aux aides qu'elles peuvent apporter. Alors peut-être que le paysage politique belge, institutionnel belge, n'aide pas non plus, puisque parfois on a des associations qui peuvent faire doublon et que c'est pas toujours très clair. Mais là, pour moi, il y a un travail à faire par rapport à l'information à donner aux personnes. Quand on est une maman ou un papa tout seul, honnêtement, moi j'ai déjà envoyé des familles de ma commune vers l'association à Verviers. J'ai dû leur expliquer, leur dire que ça existait, leur dire en quoi ça consistait, leur dire que c'était gratuit, leur expliquer. Et donc, s'ils viennent pas trouver le bourgmestre, ils ne le savent pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance et un manque d'information. Et puis derrière, je pense qu'effectivement, vu la diversité de la problématique, il manque aussi peut-être de moyens et d'actions concrètes. Mais voilà, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser. On vient, pour parler d'un sujet que je connais, que je maîtrise bien et qui me touche, c'est les violences sexistes et sexuelles sur les campus. Il y a une étude qui a été faite en 2023, donc, qui montre qu'il y a une augmentation des violences sexistes et sexuelles. Donc, un étudiant sur 3 a déjà fait face à des violences plus ou moins grandes. Enfin, voilà, c'est assez interpellant. La ministre a débloqué 1 million d'euros pour pouvoir mettre en place des moyens concrets pour lutter contre ça. Et le plus important pour moi, c'est que ce qui va être fait dans les universités, dans les hautes écoles artistiques, c'est que les étudiants sachent à qui s'adresser quand ça arrive et ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent être aidés. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, le non-recours au droit, voilà, le non-recours au droit, c'est quand on a une possibilité d'avoir une aide pour quelque chose, mais qu'on ne l'utilise pas parce que soit on ne le sait pas, soit parce qu'on a peur d'y aller, soit parce que ce n'est pas ancré en nous. Donc là, pour moi, c'est vraiment, pour vous les jeunes, un élément important, c'est de savoir ce qui est là pour vous aider et pour lutter contre les discriminations. Ok, et justement, tu parlais des moyens, et Geoffrey, toi, tu en as parlé de la discrimination positive. Est-ce que, je vais poser la question, Doris et Valérie, donc je ne sais pas, une des deux commence à votre préférence, mais est-ce que vous trouvez que c'est toujours, on va dire, bénéfique et souhaitable, la discrimination positive? Écoute, je pense pas avoir fait face, moi, à la discrimination positive, peut-être sans m'en rendre compte, mais je sais pas, je dirais que non. Les formes de discrimination, même positives ou négatives, ça reste de la discrimination, donc je dirais non. Ok. Et toi, Valérie, vous êtes d'accord ce serait l'idéal que ça n'existe pas, parce que ça veut dire qu'il y aurait plus de discrimination. Maintenant, je pense que c'est obligatoire si on veut arriver à donner la même chance à chaque citoyen. Geoffrey l'a bien expliqué, quand on est dans une famille, dans un certain quartier, où on n'a pas accès à plein de choses, à un moment donné, on ne part pas sur la même ligne de départ qu'un autre enfant.
moi, je trouve qu'on se trompe quand on dit que tous les enfants partent sur la même ligne de Oui. départ. C'est pas vrai. On peut être porteur de handicap, on peut être né dans une famille malheureusement qui n'a pas le langage, je sais plus comment tu disais, les codes sociaux. Oui, On peut être né dans une famille malheureusement où les parents ne s'occupent pas des enfants, peut avoir un problème de santé, donc on part pas du tout tous sur la même ligne de départ. Donc je pense qu'il faut effectivement mettre en place des processus de discrimination positive ou d'autres processus pour permettre à l'enfant, dès son plus jeune âge, de pouvoir essayer d'arriver plus ou moins sur la même ligne que tous les enfants. Et ça part dès la naissance, à la crèche, à l'école maternelle. Et donc moi, je pense que c'est important. Plus ces processus sont mis en place tôt, plus les effets seront positifs. Et je pense qu'il faut de la discrimination positive. Et on en parlait tous les deux. Je pense aussi qu'il faut un changement de mentalité. Oui. C'est pas parce que ton petit copain a un handicap ou parle pas bien ou n'est pas propre comme toi qu'il est moins bien que toi. À un moment donné, je trouve que la différence ne devrait plus faire peur. Moi, je trouve que c'est une force. Je voudrais donner un exemple que je cite toujours qui concerne mon fils. Mon fils est plutôt intellectuel. Il est allé à un stage ici à l'EPV, au Carnaval. Il faisait un stage pour découvrir les métiers techniques et il s'est retrouvé avec un copain à lui, qui est devenu un copain à lui, qui était manuel mais qui n'aimait pas l'école. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en se mettant ensemble pour construire un mur, ça allait beaucoup plus vite parce que mon fils n'était pas manuel, mais l'autre était hyper manuel. Donc en fait, à leurs deux, en mettant leur savoir ensemble, leur mur montait beaucoup plus vite que ceux des autres qui ne se parlaient pas et qui ne s'entendaient pas. Donc je pense que chacun est différent, chacun a des choses à apporter et il faut vraiment pouvoir valoriser les personnes. Peut-être sur la question des discriminations positives, rappeler que ce sont aussi souvent des mesures donc, qui sont temporaires. L'idée n'est pas d'en faire un droit absolu, mais de corriger des inégalités. Et c'est une belle question que vous avez posée, que tu as posée, Romane, parce que en fait, moi je me rends compte, j'ai beaucoup travaillé sur la présence des femmes en politique, notamment au niveau communal, et je me suis toujours interrogé sur les quotas qu'on a imposés. Mais c'est ce qui a permis, en fait, quand on regarde les chiffres, d'arriver à une certaine égalité. Et ça, c'est intéressant. Quand on voit, par exemple, maintenant que dans certains parlements, comme le Parlement de Wallonie où siège Valérie, ou le Parlement fédéral, on est à un peu moins de 50% de présence féminine, ça veut dire qu'il y a eu des effets. On voit au niveau des bourgmestres, on est encore loin. Il y a 22% des femmes qui sont bourgmestres en Wallonie. C'est encore loin, mais on a augmenté parce qu'on a imposé des règles de composition dans les collèges, la tirette, la présence alternée sur les listes. Ce genre de choses font qu'à un moment donné, ces mesures de discrimination positive qui sont temporaires, elles permettent de corriger des inégalités. Et c'est dans tous les domaines de la vie, c'est aussi le niveau professionnel. Dans les postes à responsabilité, il y a des mesures qui permettent, par exemple, de se dire que pour des promotions, si un homme monte, une femme doit aussi monter. C'est-à-dire qu'on corrige des inégalités parce qu'il n'y a rien à faire. Le fait d'être une mère va vous handicaper, c'est la réalité en fait socio-professionnelle, dans vos étapes de carrière, alors qu'un mec peut monter tout de suite beaucoup plus vite. Et donc on va corriger ça. Et c'est l'objectif de ces mesures de discrimination positive qui sont des quotas qui ont pour objectif d'être temporaires. Donc on voit quand même que ça peut se révéler en fait très intéressant. Écoutez, on a débattu de plein de trucs, je trouve que c'était super intéressant. Et Geoffrey, je te repasse la parole. Je voulais savoir, est-ce que tu peux faire un petit résumé? Bon, un petit résumé, ça va être voilà. Oui, il sera résumé court. de tout ce qu'on a abordé plus ou moins. Ce que j'ai trouvé intéressant, non, mais je vais être très court. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qui a été dit entre vous avec Valérie, c'est que on constate à quel point il y a des mesures qui sont prises. Et d'ailleurs, Valérie l'a bien dit. Je crois que se renseigner sur ça, c'est très important. Allez sur le site d'Ounia. Vous verrez, c'est un site qui est assez bien fait en termes de vulgarisation et de compréhension de tout ce qui se joue en termes d'inégalités dans le quotidien. Et malgré les mesures qui sont prises politiques, on voit que des inégalités demeurent. Et ça nous interroge aussi, comme nous, pour nous citoyens, comment on réagit en fait par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on voit l'interaction entre des mesures collectives, et attention, il y a aussi des mesures qui peuvent parfois renforcer les inégalités. Il ne faut pas non plus croire qu'on est dans un monde idéal. Mais on voit comment nos imaginaires individuels peuvent avoir des effets qui ne sont quand même pas négligeables et qui viennent en quelque sorte réduire les effets des mesures qui sont prises au niveau politique. Et donc moi je dirais que c'est peut-être un enseignement que je n'avais pas vu venir dans le cadre de cette émission. Mais en vous écoutant, c'est ce paradoxe qu'on a pu mettre en avant durant ces minutes passées ensemble et surtout aussi réfléchir par rapport à toutes ces actions concrètes que l'on peut mener au quotidien ou que l'on peut promouvoir au niveau politique pour aller dénicher dans les moindres interstices de nos vies toutes ces inégalités.
Voilà, je dirais Volcan. C'était très bien, parfait. En tout cas, merci Geoffrey. Et alors, on arrive déjà tout doucement à la fin de notre émission. Mais d'abord, on a quand même encore 2-3 petits trucs. Ne vous inquiétez pas, on a encore un peu à faire quand même. Je voulais déjà revenir un peu avec ce récapitulatif, te reposer la question. D'ailleurs, Valérie, on a évoqué... Bon, pas 4 mots, parce que j'ai un peu triché au début de l'émission, qui était donc moyens, diversité, chance et choix. Et je voulais savoir, avec tout ce qu'on a débattu, avec ce qu'on a pu entendre par rapport aux jeunes, etc., est-ce que tu garderais ces 4 du coup, mêmes mots, ou est-ce qu'ils changeraient un petit peu et pourquoi ? Je rajouterais peut-être fragilité. Ok. Parce que, comme Geoffrey l'a dit, ce que la jeune fille a dit est assez interpellant. Et je l'ai dit aussi, je pense que tout ça est fragile, c'est un équilibre assez fragile et donc on doit vraiment faire attention que cette lutte contre les discriminations continue à exister, que les outils, que les moyens qui sont mis en place soient connus, mais que malheureusement, quand on entend la jeune fille, quand on voit sur les réseaux sociaux, quand on voit les gouvernements conservateurs, malheureusement, qui prennent place dans beaucoup d'endroits, c'est assez fragile. Donc fragilité, je le rajouterais pour un peu attirer l'attention des jeunes par rapport à ça. On a de la chance, je pense, de vivre en Belgique où beaucoup de choses se font, mais c'est fragile. Ok, c'est super intéressant, merci. Et je pense, Doris, toi, tu avais un dernier petit jeu avant de clôturer vraiment. Encore des questions, mais tu vas devoir piocher au hasard. Du coup, j'ai des petits J'ai jamais de chance, papiers. moi, au jeu. Non, mais... Oh non. Alors, on va espérer... Toutes les questions sont vraiment chouettes, donc il n'y en a aucune... Je prends celle du milieu. C'est toi qui la lis ou c'est moi qui la lis ? Non, tu peux la lire. Alors. Et puis y répondre. La décision la plus difficile que j'ai dû prendre, c'est de manière globale. Tu peux choisir dans ton métier ou de manière globale. Voilà, parce que moi j'oublie. C'est par une décision précise, je n'ai pas, mais ça concerne des personnes. Donc, par exemple, des décisions disciplinaires à l'encontre de personnes du personnel communal, alors que je ne suis pas chef du personnel, c'est parfois compliqué pour moi. Oui, des décisions disciplinaires ou des sanctions disciplinaires dans le cadre de mon majorat, c'est compliqué. Voilà. Et parce que moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'un peu détourner les règles du jeu. Est-ce que tu veux proposer une deuxième question parce qu'on est un peu curieux et curieuse. Ah, mais j'allais te demander... Voilà. Allez. Le conseil que j'aurais aimé recevoir plus jeune, c'est... En fait, moi, j'ai de la chance d'être née et d'avoir grandi dans un environnement hyper bienveillant et hyper ouvert sur le monde. Je dis toujours, j'aurais voulu... J'ai dit à mon père, un jour je lui ai dit, j'aurais voulu que tu me dises qu'il y avait des gens méchants. Ça, oui, parce que quand on est entouré d'un environnement bienveillant, moi j'ai des amis depuis que j'ai 6 ans, c'est toujours les mêmes, ma famille qui est fort présente. Je me suis pas toujours rendu compte qu'il y avait des gens qui pouvaient être méchants gratuitement, et donc ça, je lui ai dit une fois, mon papa, j'aurais voulu que tu me dises qu'il y avait des gens méchants. Voilà. Écoute, merci pour ta réponse. Et justement, on parlait de conseils. Est-ce que toi, tu aurais, après tout ce qu'on s'est dit, un conseil à donner aux jeunes qui pourraient nous regarder ou nous voir ? Je dirais, c'est quand on a un rêve, de tout faire pour le réaliser. Ça, c'est important. Je vais en faire 3. D'essayer d'avoir un métier passion. Je pense aussi que c'est important. Et que pour arriver à ses rêves, à ses passions, de s'informer pour essayer de trouver toutes les aides possibles, que ce soit en matière de discrimination, mais dans tous les domaines aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes bienveillantes, il y a beaucoup d'institutions qui existent, il y a des moyens qui sont mis en place. Donc, ne vous fermez pas des portes, vivez vos rêves, essayez de trouver un métier passion et faites-vous aider par ceux qui existent pour pouvoir le réaliser. Trop bien. Geoffrey, tu as aussi un conseil tant qu'à faire ? Non, mais je dis toujours à mes étudiants, surtout ayez un rêve, ne lâchez jamais, mettez tout en œuvre pour y arriver, parce que je suis certain que vous y arriverez. Et comme je dis toujours à mes étudiants, et c'est un peu lié à la thématique, c'est la question d'égalité des chances ou des inégalités fait qu'on n'autorise plus les jeunes à rêver. On ne leur offre plus la possibilité d'être dans les conditions
de se percevoir dans un métier de rêve ou un métier passion, pour reprendre le terme de Valérie. Et moi, je le dis toujours, mais quel est votre rêve professionnel ? Et souvent, ils me regardent avec un air, ils se décomposent quand je leur pose la question, parce qu'on ne leur laisse pas la possibilité de se poser cette question. Et je trouve que le sujet se prête bien à ce conseil. J'essaye de retomber sur mes pattes en étant rien avec l'émission. Bah, écoutez, c'est des très beaux conseils. J'espère que les jeunes qui nous écoutent pourront les entendre. Et donc justement, j'espère que vous qui nous avez écoutés ou regardé, cette émission, elle vous a plu. Déjà autour du plateau, ça va, vous avez bien aimé l'émission, l'épisode, on va plutôt dire. C'est chaud, mais c'était très Trop bien. Alors, sachez en tout cas que chez vous, si vous voulez retrouver cette émission et les autres émissions, évidemment, de Politicaire, vous pouvez les retrouver en TV et sur les plateformes d'écoute. Nous, pour les prochaines émissions, pour ne pas louper d'infos sur les prochaines émissions, vous pouvez aussi suivre Scanner et Vedia sur leurs réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve en tout cas pour une prochaine émission. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!